Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très très content de recevoir à nouveau un pilote, un jeune pilote belge d'ailleurs, sur notre groupe Endurance Live. Endurance Live. Donc on va recevoir ce soir Charles Weerts, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation et on est très très content qu'il soit là, bien sûr. En plus de ça, il est champion l'année dernière, champion cette année. On va y revenir évidemment sur ses titres. Vraiment, on va se régaler encore une fois ce soir. Et puis, ce live est en partenariat avec Fan 24 heures de Spa Francorchamps. Donc, je les remercie. Voilà, petite pub en bas. Il y a leur lien Facebook juste en dessous, Charles, justement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce groupe Facebook. Ils sont vraiment très sympas. Ils ont accepté. Et évidemment, on va parler de Spa avec Charles parce que Spa pour Charles cette année, ça a été une grande histoire. Voilà, et C'est sûr. ça aurait pu être encore plus joli, mais en tout cas, voilà. Il est ravi, ce jeune Charles. Et évidemment, il aura l'occasion de monter sur la plus haute marche du podium et on en reparlera tout à l'heure. Bonsoir Charles, comment vas-tu? Très bien, bonsoir à tous. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous pour cette soirée. Donc voilà, j'espère pouvoir répondre à vos questions de la meilleure des façons. Et puis, dans tous les cas, je suis sûr qu'on va passer un chouette moment ensemble. Exactement. Alors évidemment qu'on va passer un chouette moment parce que avoir des champions GT World Challenge Europe sur les lives, c'est pas tous les jours, donc on en profite. On est parti pour une petite heure avec. On va parler un petit peu de donc, tes débuts en karting, en monoplace, assez brièvement. On va revenir sur tes débuts en GT en 2019, en blanc-pain, et puis évidemment avec le titre l'année dernière en sprint Europe, bien sûr, en 2020. Et puis la saison 2021 qui est très, 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 très glorieuse pour toi et ton coéquipier, Dries Vanthoor, puisque tu fais partie de l'équipe Team WRT, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment. Et puis, tu as roulé au Mans cette année. Et puis, un petit peu d'actualité, puisque Audi, évidemment, tu es un peu un pilote Audi Junior Audi Team, ou je ne sais plus comment on dit. On dit quoi? Pilote Audi Junior, C'est- c'est ça? Alors, si on dit le terme officiel, c'est pilote, enfin, c'est Audi Junior. Ils appellent ça comme ça, les Audi Ouais. Junior. Et puis, j'espère que d'ici l'année prochaine, ça pourrait être simplement pilote Audi usine. C'est un objectif, mais je pense que pour le moment, c'est sur la bonne voie. Donc, Oui, en tant que maintenant, c'est Audi Junior. Ouais. ouais. Audi Junior. Donc, tu fais tout pour, en tout cas. Super. Alors, tu fais partie évidemment du team WRT, W comme Wirtz, évidemment. Donc ton papa est le fondateur de cette équipe qui aujourd'hui court en GT World Challenge, bien sûr, en GT Masters et également au Mans avec les LMP2. Notamment, on retrouve Yeffier, Robert Kubica, Louis Delétraz et plein d'autres. Donc ça, c'est vraiment une très très belle équipe maintenant. Donc la première fois pour eux au Mans. J'imagine que tu es ton papa depuis tout petit dans cette équipe, mais tu as commencé avant ça par le karting un petit peu tard, je crois, Charles, et puis un petit peu de monoplace avant d'arriver au GT. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, et après je me tais, comment tu as vécu un petit peu tes jeunes années, voilà, quand tu étais plus petit, auprès de ton papa, et ce qui t'a donné le goût du sport auto? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, j'ai commencé, mes souvenirs les plus lointains, je dirais, du sport auto, c'était probablement regarder la Formule 1 avec, à l'époque, ça devait être, à mon avis, en 2006-2007, avec les Renault Mile 7 d'Alonso contre la Ferrari Marlboro de Schumacher. Pour moi, ça, c'était mes premiers souvenirs, et donc forcément, c'était des très bons souvenirs. Et j'avais toujours la télé, et j'ai toujours adoré les belles voitures, et les voitures de course, enfin, comme mon père aussi, et son grand-père l'était également. Et voilà, de temps en temps, vraiment très très occasionnellement, on allait rouler en karting comme ça à Spa, avec Spa, c'est très près de chez moi. Et puis, mais voilà, ça reste, c'était un guillemets, c'était même pas un hobby, enfin si, c'était un hobby, mais on y allait vraiment trop peu. Mais à chaque fois que j'y allais, j'étais très content, forcément, j'avais une grande joie. Et puis, mes parents se sont séparés quand je devais avoir plus ou moins 11 12 ans, je pense. Et puis, disons que voilà, j'ai commencé à faire du karting. C'était d'une manière, enfin, d'une part, en fait, la possibilité de me donner plus dans le sport qui me faisait vraiment plaisir, parce que je faisais du foot et du tennis, mais voilà, c'est plutôt le sport auto que je voulais faire. Et puis, c'était aussi une très bonne occasion pour moi de passer du temps avec mon père, etc. Donc, on a commencé quasiment du jour au lendemain à faire 2 3 entraînements par semaine. On allait s'entraîner surtout à Spa au début et puis un petit peu à Mariembourg. Je ne sais pas si des personnes dans le live connaissent cette piste, mais c'est une piste assez connue en Belgique et à Genk forcément. Mhm. Et puis voilà, donc disons que
vraiment, ça c'est une anecdote que, en réalité, j'ai très peu raconté, que peu de gens savent. Mais j'ai roulé quasiment du jour au lendemain, 3 fois par semaine. Et il y a fait du bruit. Mais et puis vraiment pendant 3-4 mois, et puis à C'est un pas moment donné, grave. j'ai eu comme une sorte de, pas de dégoût, mais surtout quand on est si jeune que ça, je pense que changer de manière tellement brutale les habitudes, d'avoir bon, j'ai l'habitude d'aller devant mes amis, etc., enfin, de passer pas mal de temps avec ma famille et surtout avec mes copains, j'étais un peu perdu, et puis mes performances de karting, je ne m'aimerais plus, alors que c'était pourtant le début, et voilà, je roulais quand même beaucoup. Et en fait, tout simplement, je m'amusais plus. Enfin, je faisais ça, mais je le faisais tellement souvent que ça on dit un problème de luxe forcément, mais j'allais là, je n'étais pas avec les chaussures de plomb, mais j'avais pas vraiment l'envie d'être là. Pour moi, si j'étais dans mon sofa sur mon iPad, ça aurait été aussi bien. Hmm. Et puis, ça, c'est une des grandes qualités de mon père qui m'a beaucoup aidé dans le futur, c'est qu'il m'a jamais poussé à rien faire. Donc, je veux dire, forcément, ça, il l'a vu, on a discuté, et puis on s'est dit, bon, voilà, c'est pas grave, on peut relâcher, on peut mettre le frein sur ça. Mais, Driss, pas mais sérieux. J'ai mon coéquipier qui arrive, il est dans le motorhome aussi. Ah, il nous fait coucou alors. Il va nous Ouais, faire coucou, Driz. comme dans- Ah, il va nous faire coucou. Ça, c'est sympa. Oh, Hi guys, how are you? Bonsoir, Driz. How are you? Good yourself? I'm fine, thank you. Good. Is he being good? Yes, congratulations for your 2 titles this year. Thank you very much. It's Yes, been a nice year so far. yes, We still have a few titles well, we still have one title at least to catch, and well, let's hope we can get it. yes. And you have a good weekend this weekend in Lausitzring in GT Masters. GT Yeah. Masters. Yes. True. I mean, it's well, we'll see. I mean, we'll see on Saturday where we are, but at the moment it's not been going very easy. But of course, we'll keep working and try to get us back up where we usually are, and see where we can end the weekend. Yes. So I wish you all to win two races this weekend, Yeah. and I hope you will do a live with us next month or comme on dit Willy bientôt soon. Yeah, sure, Very soon, yeah. Very soon. Sorry. Bye, Driz. il parle très bien français, Driss. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. J'étais pas sûr qu'il parle français, donc voilà. Merci, Driz, c'est très sympa. Oh, ciao, ciao. On vous souhaite le meilleur pour ces 2 courses ce week-end. Merci, Charles, vous êtes vraiment sympa, les gars. Je m'étais pas prêt à parler anglais, voilà. Faut que je m'améliore d'ailleurs. Je vous adore, vraiment. Bon, c'est sympa qu'il soit venu avec nous. Voilà, on est ensemble là, on est dans le motorhome, mais j'avais dit que j'avais une interview, il m'a dit, oh, je vais venir te faire chier. Je dis non, c'est pas. Mais bon, voilà, donc comme ça, tout le monde a vu mon équipier Driss, comme tout le monde, beaucoup de gens connaissent probablement. Bien sûr, oui, on connaît bien. Et d'un point de vue personnel, et pour moi, un des meilleurs, si pas le meilleur pilote GT qu'il y a pour le moment au monde. Ça, je dis pas ça parce que c'est mon équipier, je le pense sincèrement, il est tout simplement incroyable. Mais, Ouais. bon, voilà, ça c'est pour la parenthèse. Donc, C'était la petite parenthèse, Driss Vanthoor. Voilà. donc voilà, donc pour revenir sur, Oui. mes débuts. Et donc voilà, et après pendant 3 mois, j'ai plus revu un kart, j'ai plus revu une piste. Voilà, j'ai passé du temps, je faisais ce que je voulais faire, en guillemets. Et puis ça commençait vraiment à me manquer. Et là, j'ai rappelé mon père et j'ai dit voilà, je veux mercredi prochain, je veux avoir mon cul dans un kart et c'est ça que je veux faire maintenant. Et voilà. Et puis depuis ce jour-là, en fait, dès la première journée que j'ai recommencé, j'ai battu tous les records, enfin tous mes records personnels. Et j'ai vraiment ressenti cette passion qui ne m'a plus jamais quitté depuis. Mais pendant 3 mois, j'avais arrêté en fait. J'avais eu une sorte de surplus, je sais pas, j'avais pas mal de choses dans ma tête à ce moment-là. Forcément, c'est pas sur mes parents et puis ce changement de quotidien qui est très, très soudain. Mais au final, ma passion m'a rattrapé et puis voilà, on a commencé les compétitions et puis ça nous a amené là où on en est maintenant. Donc voilà.
Mais Charles, je trouve que pour avoir suivi un petit peu ta carrière, alors pas forcément depuis le début parce que j'étais plus sur autre chose, mais peu importe. Pour revoir un petit peu tout ce que tu as fait, tu as été quand même très très vite. Les résultats sont venus vite, tu as été vite en F4. Tu as commencé le karting plus tard que les autres, quand même, parce que je crois que tu as commencé le karting à 11 ans, si je me trompe pas. D'autres commencent à 4-5 ans, ici ou ailleurs d'ailleurs. En France, au Castellet, j'habite pas loin. C'est des bouts de choux qui conduisent des kartings, donc ça commence très très tôt. C'est pas quelque chose qui t'a gêné par la suite pour la monoplace, par exemple, Alors, ça m'a quand tu étais en F4? non, en Formule 4, ça m'a pas vraiment gêné. Je dirais que là où ça m'a gêné, c'était en karting, tout simplement, avec le Ouais, karting. En fait, donc, comme tu le dis très bien, j'ai commencé le karting assez tard. C'était 11, même 12 ans, je dirais, fin des 11 ans, début de mes 12 ans, où là, on se très pas mal. Et voilà, l'objectif, c'était de rentrer en junior, donc, enfin, catégorie des 13-16 ans. Et voilà, puis de faire ça par la suite. Et voilà, on a commencé tard. Donc au début, je commençais. Les premières courses, c'était des petites courses en Belgique. Enfin, c'était la ZAF, ça s'appelle. Je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est le championnat belge, hein, en X30 qu'on roulait. Et voilà, les premières courses, bah, forcément, j'étais plus derrière. Puis après deux, trois courses, pop, je me rapprochais des avant-postes. Et puis, bah, bon, voilà, c'est pas forcément le plus haut niveau non plus. Donc, dès que je commençais à me battre un peu avec les mecs de devant, on passait à chaque fois. Donc après, là, j'ai été en ADAC, Karting Masters, ou je sais plus comment ça s'appelle. Où là, on roulait avec, à cette époque, c'était encore les KF Junior, je pense que ça s'appelait. Et c'était avec les Vega. Et de nouveau, j'étais reparti de nouveau à l'arrière. Et puis, comme je commençais à refaire mon chemin en avant, là, on était passé en DKM. Et donc, DKM, qui est le plus haut championnat en Allemagne. Rebelote, la même histoire. Et puis, on a fait la même chose pour les WSK, donc le World Series Karting et championnat d'Europe et du monde. Où tout ça, j'ai fait de mes 2 dernières années. Où au début, j'avais du mal. Et puis, au début, et après, ça allait de mieux en mieux. À chaque fois que c'est de mieux en mieux, je passe à chaque fois une catégorie. Surtout que un truc qui m'a pas mal gêné dans ma 3e année, c'est que j'ai vraiment commencé à grandir pas mal. Et comparé à tous mes compagnons, j'étais beaucoup plus grand qu'eux. Donc forcément, quand il pleuvait, j'étais vraiment très compétitif. Par contre, quand il y avait ça de gomme, je sais pas moi, à la Conca, là, j'avais un peu du mal. Donc, ouais, au début, ça m'a un peu gêné. Et puis, ça n'a pas toujours été évident tout le temps non plus, parce que forcément, ça demande pas mal de sacrifices, pas mal de temps. Et voilà, je dirais qu'il n'y a rien de plus motivant que de voir des résultats. Et puis, à chaque fois que les résultats commencent à arriver, bam, on me donnait à chaque fois une difficulté supplémentaire. Mais ça m'a forcé à me battre et à être persévérant, à continuer de travailler. Et puis on est passé en Formule 4. On a décidé d'arrêter le karting assez tôt parce que voilà, il y a pas mal de jeunes qui continuent sur en KF. Enfin, c'est OKAX, ça s'appelle, je pense, ou bien OKZ. Mais nous, on a fait le choix d'aller directement après le junior en Formule 4. Là, on a fait d'abord, dans ce premier temps, le championnat aux Émirats arabes. Sur la saison 2017, je pense, 2016-2017, c'était. ouais. Ouais, 2016, ouais, je pense, dans le genre. Et en fait, à ce moment-là, on ne savait pas encore ce qu'on allait faire la saison d'après. Donc, on s'est dit, bon, 2017, oui, c'est ça. donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais c'est déjà du roulage dans tous les cas. Donc, c'est une bonne chose, parce que la décision d'aller en monoplace est arrivée assez tard. Et on ne savait pas si on allait faire la 2.0. Et à ce moment-là, il y avait encore le NEC. C'était avec le vrai Renault, le Renault 2.0. Ou si on faisait de la Formule 4, où voilà, il y avait différentes options. Et on s'est dit, bon, dans un premier temps, on va déjà tester ça. Et puis, si ça se passe bien, bah, on verra bien. Donc, les tests qu'on a commencé, de nouveau, on a commencé assez tard. On a justement commencé à rouler en monoplace début 2017. Alors que la saison, ça commence en avril, je dirais. Donc là, il y avait 4 courses, on fait les 4 courses et ça se passe vraiment, vraiment pas mal du tout. Donc on se dit, bon, on roule avec Motopark, on se dit, bon, on va continuer et on va faire la saison en Allemagne avec Motopark. Donc voilà, la saison 2017 se déroule. C'était une saison de découverte pour moi, clairement. Le but, c'était de se battre pour le championnat rookie, dans lequel je finis deuxième finalement. Et puis voilà, essayer de faire quelques bons résultats si possible. Ça n'a pas été une année si simple que ça pour moi. J'ai eu un peu du mal et puis ça allait de mieux en mieux sur la fin, forcément, l'histoire de ma vie, ça allait de mieux en mieux. Mais c'était un peu difficile au début. Et puis là où j'ai eu, je pense, le déclic, c'est quand je suis reparti aux Émirats arabes pour l'autre saison 2017-2018.
Et là, c'était Motopark qui a fait une sorte de collaboration, en partenariat avec Dragon Racing. Donc, on voit la photo derrière, justement. Et puis, voilà. Donc là, sur la photo, d'ailleurs, on voit bien mon ingénieur. Donc, à gauche, c'était la Pet Deal. Et à droite, c'était mon mécano Fred. Et avec eux, on a voilà, vraiment hors de toute pression. Parce que, bon, forcément, Nada qui n'est pas de pression, à ce moment-là, il y avait encore 30 voitures qui roulaient. Et c'était vraiment du haut niveau. Donc, c'était quand même stressant. Là, on n'était pas tellement, on était peut-être 10, 12 voitures, mais ceux qui roulaient devant, il y avait notamment David Schumacher, il y avait Caio Collet, eux deux roulent en Formule 3 maintenant, en FIA F3, il y avait Nannini, il y avait quand même quelques bons pilotes, donc je dirais que dans le top 5, top 6, ça roulait. Et puis bon, voilà, forcément, après derrière, c'était un peu moins compétitif, mais le top 5, ça roulait quand même. Et puis là, on a vraiment changé d'approche et je me sentais beaucoup plus à l'aise. Et on gagne ce championnat-là. Donc ça m'a aussi donné un coup de boost. Et puis là, on a fait une décision qui, en mon sens, a été très très importante. C'était de quitter Motopark pour rejoindre Van Amersfoort, voilà, pour la saison 2018. Et là, franchement, c'était voilà, j'ai fait un bon step pendant l'autre saison. Et puis quand j'étais chez Van Amersfoort, ils ont fait pour eux le plus important, c'est pas uniquement la voiture, c'est surtout le pilote. Et ça, on retrouve surtout en Formule 4 parce qu'au final, c'est monomarque, tout le monde a tout le monde a la même voiture. Et puis les setups sur les voitures sont relativement restreints. Donc au final, la chose la plus importante, ça reste le pilote. Et eux, ils l'ont très bien compris. Donc, ils nous avaient fait visiter leur atelier. Et puis voilà, on voyait que c'était des gens très sérieux. Donc, on se dit, bon, on va aller avec eux. Et puis voilà, avant chaque course, tous les pilotes ils étaient tous convoqués à l'usine, au guillemets. On faisait tout le temps une journée entière de simulateurs. Ils avaient trois simulateurs. On pouvait tous rouler ensemble. Et puis, on faisait des data vraiment comme si on était dans la réalité, quoi. Il y avait un vrai gros travail derrière. Et pour sur le week-end aussi. Et là, pour la saison, de nouveau, je me suis vraiment amélioré, je dirais, de course en course. Et puis, comme coéquipier, j'avais notamment Liam Lawson, qui est pilote Formule 2 maintenant, qui fait partie justement du Red Bull Junior Team, qui roule en DTM, qui a gagné deux dernières courses. Exactement. Et Frédéric Vesti, qui lui fait partie de la filière Mercedes, qui roule dans une FIA F3 chez ART. Donc, on était 5, mais on se battait toujours à nous trois devant. Et c'était vraiment une chouette époque parce que voilà, il y avait cette ambiance où on s'entendait tous très bien, enfin, les uns avec les autres. Et puis, on est quand même compétitif, enfin, on a quand même l'esprit de compétition parce qu'au final, son premier adversaire, c'est son équipier, et surtout dans les formules de promotion. Oui. Et finalement, on finit 2, 4, 5 du championnat, je pense. Moi, 5e, 4e Vesti et 2e Lawson. Mais c'était assez proche au niveau des points. Et puis, bon, après cette saison de Formule 4 qui a été quand même réussie dans son ensemble et où de nouveau on montait en tempo, je dirais, parce que le dernier week-end de course, je gagne ma première course en Formule 4 à Dac. Je fais deux podiums sur ce week-end-là, je pense. Donc, c'était vraiment un très bon week-end. Puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va faire dans la filière F3, F2 et puis rêver de la Formule 1 évidemment, ou bien est-ce qu'on se dirige plutôt dans la Formule GT? Et ça n'a pas été une décision simple à prendre parce que forcément, comme tous les jeunes et comme beaucoup de gens le supposent, on rêve tous de la Formule 1 parce que même si les courses sont parfois ennuyantes à regarder, même si voilà, on sait toujours que, surtout jusqu'à l'année passée, c'est Hamilton, Verstappen, Bottas. Au final, la Formule 1 reste la Formule 1 et ça reste comme le Saga du sport auto. Et voilà, forcément, moi, je rêvais, c'est un rêve d'être là-dedans. Et aller vers le GT, ça, quelquefois, encore sous une certaine forme, faire une croix sur ce rêve. Et voilà, on a eu une longue décision, enfin une longue réflexion plutôt avec mon père. Et puis, disons que les arguments qui ont penché dans la balance pour aller vers la GT, c'est d'une part, parce que mon père, forcément, lui, c'est un businessman, donc lui, il pense très fort, voilà, ok, clairement, sur les chiffres, qu'est-ce que ça dit? Puis on regarde, on voit quand même que, on s'imagine, tout se passe très bien. Donc là, on va en Formule 3, peut-être d'abord en Formule 3 régionale, un peu pour prendre, voilà, je sais pas, un peu d'expérience, etc. Puis aller en FIA F3. S'imagine la première saison, on est en régional, ça se passe bien, on est en FIA F3. Déjà, si tu n'es pas dans une des meilleures équipes, à savoir Prema, Trident maintenant ou ART,
à la limite MP. Sûr. On n'a pas beaucoup de sens d'y aller parce que si c'est pour rouler 15e et de payer sa saison, je ne sais pas moi, je sais pas combien ça va coûter ça maintenant, mais probablement pas loin du million à mon avis. Oui. Je ne sais pas combien c'est, je disais peut-être des bêtises, mais je pense minimum 800 000, ça j'en suis convaincu. C'est très cher, ouais. Pour rouler 15e, ça ne fait aucun sens. Et puis, quand bien même, disons que voilà, on s'imagine, on arrive à rouler dans une bonne équipe et faire des bons résultats, il faudrait encore faudrait la Formule 2 après, forcément. Là, clairement, les budgets, c'est encore autre chose. J'en sais rien, mais ça, je suis certain que c'est au-dessus du million, ça, j'en suis sûr à 100%, surtout si on roule dans des écuries comme Prema, ART ou Uni-Virtuosi. Et là, rebelote, même schéma, si on ne roule pas dans une meilleure équipe, ça n'a encore moins de sens de rouler parce que les écarts sont encore plus grands. Et puis voilà. Et puis maintenant, on se dit, quand bien même, on arrive jusque-là. Donc ça veut dire, bon, il y a quand même quelques années qui se passent parce qu'en Formule 3, il faut, à part pour cher, mais sinon, on reste quand même 2 ans normalement avant de passer en Formule 2. Donc ça fait quand même un certain budget qui passe à la trappe. Il y a 2 ans enfin, de temps, parce qu'il y a aussi le facteur temps qui compte. On arrive en Formule 2. Disons que la saison se passe pas trop mal. Ici, je pense notamment à Drugovic, par exemple. Typiquement, lui, je le connais bien parce qu'on s'entraînait pas mal ensemble. C'était mon équipe de karting. Pour moi, il est un très bon pilote. Il roule dans une bonne équipe. Il fait du très bon résultat, à mon sens. Mais il est parti dans une filière. Et à moins qu'il fasse comme un Mazepin ou comme un Stroll et qu'il paye, ou comme d'ailleurs j'ai vu passer ça Zou, qui peut-être irait chez Alfa Romeo. Mais à part si on vient avec une valise X millions d'euros, bah, tu resteras bloqué là. Et on se dit, bon, ok, à quoi bon faire ça? Ok, c'est vrai, le rêve de la Formule 1, c'est incroyable. Mais au final, les probabilités d'y arriver sont tellement fines que vaut mieux directement utiliser mon âge, parce que voilà, forcément, je suis très jeune. Utiliser ça, utiliser le budget qu'on aurait pu mettre, je sais pas, pendant les 2 années en Formule 3, dans des tests et dans les saisons, et rouler avec des bons pilotes, comme avec Miss la première année et avec Driss la deuxième année, pour essayer de faire bonne impression et bonne figure auprès de manufacturiers, pas forcément Audi. Bon, ici, en l'occurrence, c'était Audi, mais je veux dire, si ça avait été Mercedes ou BMW, j'aurais été très content aussi. Et puis voilà, parce que moi, mon rêve depuis que je suis tout petit, c'était forcément d'être pilote de Formule 1, mais d'un point de vue plus large, c'était de pouvoir faire du sport auto ma profession. Et moi, quand j'entends pilote professionnel, c'est que voilà, on peut en gagner sa vie. Et maintenant, voilà, ça c'était pour moi le chemin le plus probable pour arriver justement à cet objectif d'être pilote professionnel, qui est aujourd'hui le cas. Donc, je pense que dans les calculs, on ne s'est pas trompé. Non, Et je pense puis, pas. et, euh, et puis surtout qu'il y a, enfin déjà, roulant GT, à mon sens, c'est déjà super, je veux dire, une chose gigantesque, mais surtout le fait de pouvoir être voilà, repris par un manufacturier, ça offre pas mal d'autres possibilités pour le futur. Avant, je pensais au DTM. DTM, maintenant, on dit, mais ils ont fait une croix dessus, mais bon, ils ont fait une croix dessus pour un projet qui est encore plus grand, à savoir le projet LMDH. Donc, c'est. Voilà, je pense, voilà, on verra bien dans quelques années ce que ça dira, mais je pense que le calcul n'a pas été trop mal réalisé. Donc là, j'ai monopolisé le temps pendant 20-25 minutes, mais c'était. Mais qui de Charles Weerts peut parler mieux que de Charles Weerts? Voilà, tout simplement. C'est pas moi qui dois dire. Mais justement, moi qui adore le GT et toutes les courses en général, bien sûr, mais on est très spécialisé proto et GT sur le groupe. On regarde aussi la F1, bien sûr, mais c'est pas le sujet du jour, la F1. Pour ça, je vous invite à rejoindre le groupe F1 Racing Live, donc de Willy. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous éclater pendant les before et after the race que Willy, qui réalise l'émission ce soir, réalise donc le jeudi soir souvent et le lundi pour débriefer. Voilà. Alors Driss, n'importe quoi. Driss, il est parti. Charles, pardon. Tu arrives en Blancpain en 2019, donc j'ai eu la chance de te voir au Paul Ricard aussi. C'est une première course gagnée à ton âge, t'étais le plus jeune à avoir gagné une course de GT World Challenge, si je me trompe pas. Quelle a été, je dirais, la faculté ou les capacités que tu avais déjà en toi? Parce que je pense que, comme on dit vulgairement en français, les chiens font pas des chats. Tu es dans une famille de passionnés de sport auto et aux côtés de Vincent Voss aussi. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2019, tu es, à mon sens, tout de suite très bien dans le bain? Alors évidemment, il y a ton entourage, il y a toute la structure WRT, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait que Charles se trouve dans de bonnes conditions pour attaquer une saison 2019 qui est quand même déjà très très bien, très très honorable pour toi? Alors, je pense que tout d'abord, il faut de la chance.
Parce que clairement, je connais pas mal d'autres jeunes qui méritent leur place tout autant que moi, mais que voilà, pour des raisons financières, ne savent simplement pas le faire. Donc tout d'abord, j'ai beaucoup de chance et ça, je m'en rends bien compte. Ça, je m'en rends bien compte depuis le karting déjà. De pouvoir, comme tu le dis bien, pouvoir rouler dans une structure que celle de WRT, de pouvoir rouler dans les très bonnes conditions. Et je pense que pour un pilote, c'est important de pouvoir se mettre en confiance, de pouvoir faire les tests nécessaires, de pouvoir avoir le temps de s'adapter, ne pas avoir trop de pression de l'extérieur. Je pense que ce sont des paramètres qu'il ne faut surtout pas négliger en tant que pilote. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Comme j'ai dit au début, mon père m'a jamais mis aucune pression. Donc voilà, je savais Tout à que fait. ma seule mission, c'était de faire le maximum. Et comme mon père me disait toujours, si tu prends plaisir, ça devrait aller. C'est comme dans tout ce que tu fais dans la vie, si tu aimes ce que tu fais, tu le feras d'une manière ou d'une autre, tu le feras bien. Donc pour moi, c'était surtout ça. Forcément, mon but quand je reste dans la voiture, c'était le plus rapide, mais c'était l'aspect se faire plaisir, se régaler, c'était très important et surtout pas se mettre de pression. Ouais. Et puis engranger de l'expérience. Comme j'ai fait depuis le karting, la première saison en Formule 4, c'est d'abord pour l'expérience, comprendre un peu comment fonctionne ce championnat, cette voiture, parce que c'est complètement différent, forcément. C'est Oui. pneus. Oui, très différent, oui. Et donc voilà, après, arrivé ce week-end de Misano, où je fais aussi la pole. Donc ça, c'était Exactement. un très Mm. bon week-end pour nous. Euh, Hop, là, j'ai pas un déclic, mais je me sens à l'aise. C'est une piste que j'aime bien. C'est une piste qui plaît bien à l'Audi aussi, clairement. Et voilà, là, les pièces du puzzle s'assemblent et puis on fait un très bon week-end. Alors, le samedi, moi, je passe un peu de héros à zéro dans le sens où j'avais fait la pole et puis je me suis fait dépasser pendant la course par Caldarelli. Et puis 2 tours après, je me mets tout seul dans les graviers. Je sais pas quel virage c'était, mais je me mets tout seul dehors. Et puis donc voilà, c'est un DNF pour nous. Donc ça, c'était un peu moins un bon, moi, bon souvenir. Mais bon, le lendemain, voilà, on a gagné. Et ça, c'était un tournant dans ma saison, je pense. Ouais. Tes coéquipiers qui étaient avec toi roulaient, à mon sens, j'ai pas vérifié, je te le cache pas, mais c'est une intuition que j'ai. Au départ, tu devais avoir un petit gap de retard, je pense, au niveau des temps, à mon sens. Je pense, hein, Mm. ou j'ai dû le lire quelque part, je sais plus. Et tu me dis si je me trompe, Charles, hein, t'inquiète pas, c'est Euh, pas grave. Comment tu as fait pour combler, je dirais, pas ce retard, parce que tu étais déjà doué et comme tu le dis, très vite à l'aise, mais comment tu as réussi très vite par rapport à des pilotes confirmés aussi sur la piste, les autres, quand on voit qui roule aujourd'hui autour de toi, faut, faut s'accrocher, il faut en vouloir, faut être fort dans la tête aussi, il n'y a pas que le volant et la pédale d'accélérateur et le frein, mais voilà, c'est apprivoiser tout ça. Comment tu as réussi à tout de suite te mettre au niveau des plus forts, si je peux dire ça comme ça? alors, tout de suite, je sais pas si c'est vraiment le bon, Pas le tout de bon. suite, assez vite, c'est ce que je voulais dire, assez vite. Ça a quand même pris du temps et d'ailleurs, Une bonne saison peut-être, c'est ça? moi, je pense que ça prendra toute une vie pour continuer à s'améliorer. Je veux dire, le temps d'adaptation était assez rapide, ça je suis d'accord, mais Ouais, le truc que vous avez lu, c'était les premiers tests que j'avais fait dans une GT à côté de Driss justement, et je ouais, mettais, peut-être, ouais. je sais pas moi, 9 dixièmes au Ricard, au test officiel. Déjà, je me suis dit, oui, puis il y a quand même un peu de boulot ici. Euh, mais bon, après, forcément, les premiers dixièmes, c'est là où on s'améliore le plus. Je pense que c'est comme la chose dans tous les sports. Au début, c'est voilà, les premiers, les premières secondes ou peu importe, les premiers dixièmes qui aller chercher, qui sont les plus simples. Et puis, quand on se rapproche de la demi-seconde, là, ça commence à bloquer. Là, ça commence à devenir de plus en plus dur. Et puis, pour arriver, notamment, moi je pense à Driss en l'occurrence, mais pour arriver vraiment à son niveau, son retour, c'est très très dur et ça prend des années. J'y suis pas encore d'ailleurs, hein. Mhm. Je fais au maximum, je me rapproche et chaque jour j'essaie d'être meilleur pilote. J'espère dans ce sens-là. J'essaie de m'améliorer, mais il y a encore une petite différence. Donc ça prend beaucoup de temps, surtout face à des experts comme lui. Bon, maintenant je commence à avoir un peu d'expérience aussi dans la GT, mais comparé à lui ou à l'époque je roulais avec Miss, là, le Christopher. gap d'expérience était énorme. Donc dans une bonne journée où j'étais vraiment à l'aise, où je retrouvais mes repères comme à Misano par exemple, là les caps pouvaient être minimes.
Mais par exemple, quand on roulait à Brandsatch ou bien sur des pistes un peu plus dures où voilà, l'expérience compte plus, là, les écarts étaient directement plus grands. Et puis forcément, avec le temps, avec le roulage, avec des nouveaux pneus, bah, le gap se resserre. Et puis, c'est ça qui est motivant aussi, forcément, c'est de voir qu'on se rapproche et qu'on s'améliore. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a fait, Charles, qu'en 2020, qu'est-ce qui a fait, c'est une question un peu trop large, 2020, vous êtes champion sprint, donc l'année dernière, donc le Blancpain disparaît, entre guillemets, place au GT World Challenge Europe, il y en a aussi en Asie, en Australie et aux Amériques, bien sûr, je le rappelle, hein, sur le groupe, je partage beaucoup aussi les autres championnats GT World Challenge, je me régale surtout avec le GT World Challenge America, c'est pas mal. Il y a des très 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 belles courses, notamment avec Capax qui excelle aux États-Unis. Mais bon, voilà, ils se sont échappés vers les États-Unis et ça se passe bien pour eux. Je reviens à toi, Charles. 2020, vous êtes champion sprint. C'est déjà très très bien. Qu'est-ce qui a, je veux dire, quelle mayonnaise a bien pris pour arriver à gagner un titre comme ça assez rapidement avec une meute autour? Alors, on sait tous qu'il y a eu le Covid, on sait tous qu'il y a eu le confinement, donc la saison a commencé un peu plus tard. Donc, c'était vraiment pas simple pour vous. Ouais. Comment vous êtes fait pour vous y adapter et réussir à gagner ce titre? Ça, c'est une bonne question. Je pense que de manière générale, pour gagner une course, pour gagner un championnat, il faut avoir un peu de réussite. Ça, c'est sûr. Après, voilà, donc juste une anecdote, mais cette course, la seule course que j'ai gagnée en 2019, c'était la seule course que j'avais faite avec Driss. Et voilà, donc après, on s'est dit, voilà, bon, on va rouler avec Driss pour la saison 2020. Donc, déjà, nouvel équipier, je roule avec Driss. Et directement, on s'entend très bien, on fait les tests, les tests se passent très très bien. Nouvel ingénieur aussi, enfin, qui est comme l'ingénieur maintenant, qui s'appelle Wim, qui est extraordinaire. Et directement, on sent qu'on a vraiment des belles cartes à jouer, surtout qu'on est un peu les underdog parce que voilà, on ne s'attendait pas forcément, je pense. Voilà, regardez, tout le monde a des Engel et Stoll, ça a juste été trop bien, je ne sais plus qui roulait devant, mais il y avait quand même quelques beaux noms. Et puis, ouais, première course directement, ouais, voilà, on est devant, ça se passe bien. Et puis, on a continué sur cette belle forme pendant toute l'année. Euh, pour gagner un championnat, je pense que le plus important, c'est la constance. Bon, l'année passée, je pense pas qu'on avait fait une première ligne, ça certainement pas, mais je pense même pas une deuxième ligne en qualif. Franchement, en qualif, en vitesse pure, on n'était pas le plus rapide, mais on arrivait toujours à se mettre sur un podium, aller chercher une victoire par-ci, par-là, ou pire des cas, marquer des points. Ça, c'est notamment dû déjà à une bonne équipe, parce que bon, si vous regardez les courses, forcément, surtout en sprint, On les regarde. vous pouvez voir à quel point l'aspect des pit stops est crucial. C'est super important et on a de la chance de compter sur, enfin, parmi les meilleurs mécanos, c'est pas les meilleurs. Donc eux aussi, quand on est en difficulté, ils nous permettent de nous remettre en bonne position. Et puis quand tout se mettait bien, voilà, on pouvait la chercher sur la piste aussi, cette victoire ou cette pas. Et je pense que ça a joué un grand rôle forcément dans la lutte pour ce titre. Exactement. Alors, j'interromps un petit peu mes questions pour vous dire que, évidemment, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On va en sélectionner quelques-unes. Et puis, Willy me les fait passer, bien sûr, et on les posera à Charles en fin de live. Et puis, n'hésitez pas à partager, évidemment, ce live. On le mettra sur notre chaîne YouTube aussi en replay dès demain. Voilà. Alan, j'espère que tu es avec nous. Parce que ça va bientôt être à ton tour. On va arriver sur 2021, mais avant ça, Charles, je voulais te parler d'une course qui est pour moi extraordinaire. J'adore la regarder. L'année dernière, je l'ai regardée en entier. C'est Calami, en Intercontinental GT Challenge, évidemment. Donc cette course qui a lieu, je crois que celle-là, elle était début décembre. Voilà, c'était le 2, je crois, de mémoire, le 2, quelque chose comme ça. Et puis cette année, normalement, elle aura encore lieu. Stéphane Rattel disait dans les colonnes d'Endurance Info qu'on salue. On le salue Laurent Mercier, qui est notre partenaire souvent pour quelques lives. Voilà, normalement, elle devrait avoir lieu. J'espère qu'elle le sera. Donc, les voitures que vous avez vues à Spa, qui iront à Calami ou à Indianapolis avant, ce sont les voitures qui avaient le bandeau blanc en haut du pare-brise, avec écrit Fanatec en noir, et qui avaient le logo Intercontinental sur la voiture. Voilà, c'était le cas pour toi. Cette année encore. Et l'année dernière, tu as couru à Calami, en Afrique du Sud, qui est une course qui est quand même particulière, dans un univers particulier. Tu peux nous en parler parce que c'était très loin de tes bases. C'est un circuit qui est quand même assez
pas ingrat, c'est pas le terme, mais qui est quand même sélectif, qui est un peu old school, comme on dit. Ça a été relativement simple pour toi. Enfin, tu l'as vécu comment? Alors pour moi, clairement, ce week-end, ça a été un autre tournant de ma carrière. Ah oui. Probablement plus important parce que quelques semaines avant, je reçois un appel de Vincent pour me dire que voilà, ils avaient discuté avec Audi, qui voulait me donner une chance de rouler sur une voiture de base. Moi, je ne sais pas tout mon championnat, mais de me donner une chance de rouler sur une voiture usine. Et à ce moment-là, les équipages n'étaient pas encore connus. Mais plus tard, j'ai appris que je roulais avec Bortolotti et Vervisch, donc c'est quand même un honneur. Donc là, forcément, j'étais tout emballé, mais je pense que j'ai jamais eu autant de pression de ma carrière parce que pour la première fois, je roulais pas là parce que bon, voilà, mon père est là pour m'aider, etc. Et si je roule au compte d'Audi, pour son voiture Audi, ils avaient amené quoi, 2 ou 3 voitures jusqu'en Afrique, 3 voitures jusqu'en Afrique du Sud. Bah, j'ai pas envie de venir et plomber, donc j'ai fait de leur course, donc j'avais quand même une sorte de pression qui s'était mise. Et puis forcément, c'était une sorte de test clairement pour obtenir un éventuel contrat, un hypothétique contrat. Donc voilà, pas mal de stress. Et il se trouve que c'est un de mes meilleurs souvenirs en sport auto. Tout s'est bien passé. J'ai adoré la piste. C'était une expérience tout simplement magique. Aller en Afrique du Sud, déjà, ça n'arrive pas tous les jours, donc c'était super. Et puis voilà, rouler voilà, avec tous les ingénieurs de chez Audi et forcément tous les pilotes comme Bortolotti ou Verlish, en l'occurrence ma voiture, c'était vraiment incroyable. Et puis la course, c'était très bien passé pour nous. Visiblement, j'ai prouvé une bonne vitesse à la course. Ouais. J'étais assez content. Donc moi, d'un point de vue personnel, j'étais aussi très content. Et puis on finit deuxième de ces 9 heures. Donc c'était dans son ensemble une très bonne course. On n'est pas passé loin de gagner non plus à celle-là. On est passé à, je pense, littéralement 10 mètres de la gagner. Mais voilà, c'est comme ça. Beaucoup de pluie. Tout à fait, ouais. C'est ça qui nous avait remis dans le jeu. Je ne m'en souviens plus exactement, mais je sais que ouais, on n'était pas passé à la gagner. À la fin, j'étais content d'être dans le box, de la regarder depuis le box et de ne pas être dans la voiture. Parce que ça, sous le déluge. Ouais, Ça finit sous safety car, non? Je me trompe. tout à fait. Oui, ça finit sous safety car. Hein, ouais. On est bien d'accord. Voilà. Le temps passe vite. Hein. C'était déjà presque il y a un an. J'ai hâte de la revoir. Et puis, tu seras à Indianapolis normalement, j'ai envie de dire oui. Je pense que tu seras à Indianapolis, non? En intercontinental? C'est pas encore officiel. Donc, Ouais. moi, je pense, vraiment, je ne peux pas encore rien dire pour le moment, mais disons que c'est pas Ne dis impossible. rien. Disons que c'est pas impossible. Pour l'instant, c'est pas possible. C'est ça que tu as dit, ça a coupé. Excuse-moi. C'est pas impossible, j'ai dit. C'est pas impossible. Voilà, je préfère celle comme ça. Je préfère cette phrase-là. Ok. Et ben, on aura la surprise. Et puis, dès qu'on aura l'info, là, on la partagera évidemment sur notre groupe et sur les réseaux. Voilà. Une autre paire de manches, Indianapolis. J'y suis jamais allé encore, donc je n'ai pas. Voilà, je sais plus ou moins quoi ressemble le circuit. Ouais. Mais ouais, non, disons que si je pouvais y aller, ce serait vraiment une très belle expérience. Et puis forcément, on est pas mal dans le championnat intercontinental grâce à notre deuxième place des 24 heures. Donc, Ouais, non, ce serait vraiment une très belle expérience de pouvoir y aller. exactement. Donc, l'intercontinental cette année avec 3 courses. Spa, la première qui a eu lieu, on va y revenir, évidemment. J'ai hâte d'en parler avec toi. Et puis, Indianapolis en octobre, c'est fin octobre. Et puis, Calami au mois de décembre, ça va clôturer cette saison GT, justement. Voilà. Tout à fait. Ouais. Charles, je vais passer la parole à Alan qui est avec nous. Bonsoir Alan. Donc Alan est un membre du groupe Endurance Live, évidemment. Alan Gérard qui est avec nous et il a 2 questions à te poser. La première, évidemment, nous permet de faire la transition avec ta saison 2021. Et on te félicite encore au nom de tout le groupe pour ton titre overall et puis sprint GT World Challenge Europe 2021. Merci. Ouais, franchement, on se régale et puis c'est pas fini. On essaiera d'aller te voir à Barcelone et puis évidemment on te regardera à Valence pour la dernière manche de sprint. Bonsoir Alan. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien, merci. Ouais, Charles est à toi. Je te le laisse quelques minutes. Tu avais 2 questions à lui poser. Et puis si Ouais. tu veux en poser d'autres, n'hésite pas, il n'y a pas de souci.
Ouais, bonsoir Charles, ça va bien? Très bien, et toi, Alan? En forme? Oh, la forme, on va dire. Toutes mes félicitations encore, du coup, pour les 2 titres. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'avais juste 2 petites questions pour toi. Je Allez-y. te rassure, c'est des gentils, hein. C'est Ah, pas pour aller chercher la petite bête. Alors, déjà la première, bon, j'ai l'impression que tout le monde se la pose, celle-là. Qu'est-ce que ça fait d'être champion, en fait, avant même d'avoir disputé la finale? c'est sûr que c'est une grande satisfaction, parce que d'une certaine manière, ça paye un peu pour tout le travail qu'on a fourni et que les ingénieurs ont fait, que les mécanos ont fait. Donc, pouvoir aller à Valence la tête vide, c'est un grand, grand luxe. Après, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, comparé à Barcelone où tout s'est vraiment joué, je dirais pas à la dernière minute, mais en tout cas certainement à la dernière course. Euh, on avait beaucoup moins de pression. On a la bande Satch en se disant on veut faire un maximum de points, on veut creuser les cages de la 88 pour être à l'aise à Valence. Le fait que voilà, on a eu de la réussite dans le sens où on a pu jouer les avant-postes. Bon, la 88 a été pénalisée pour son accident quand même assez grave avec la McLaren. Ça nous a rendu champion, mais on s'y attendait pas vraiment, on n'avait pas autant de pression, donc on était forcément très content d'être champion, mais euh, peut-être un petit peu moins qu'à Barcelone l'année passée, parce que forcément, c'est comme dans tout, quand on obtient quelque chose vraiment à bout de force au dernier moment, elle coûte vraiment de manière particulière, mais quand on la gagne avec le week-end d'avance, forcément on est très content, mais c'est un peu différent. Alan, tu es avec nous, Alan? Il est parti? Eh oui, toujours là, pas de Ah, ok. souci. Ok. Non, j'ai juste eu la petite puce qui a fait une incartade. Ah, il n'y a pas de souci. Bah, elle aime C'est déjà ça. le GT, ta petite. Ouais, ouais. Oh, alors là, il n'y a pas de souci, je la mets devant, il n'y a pas de problème. C'est ça. Voilà. Elle Du ira coup, embêter Charles sur les pistes plus tard. Vas-y, Alan, je t'en prie. ouais, pourquoi pas, après tout. Eh ben oui. Je voulais te demander un autre truc. Tout à l'heure, on a vu une belle complicité avec Driss, du coup. Tout à fait, ouais. Et j'avais une question par rapport à ça. C'était qu'est-ce que ça pourrait être les avantages que tu arriverais à donner d'avoir un coéquipier comme Driss, en fait, à tes côtés? Alors, j'entends deux aspects à cette question-là. Le premier, je dirais, d'un point de vue performance pure, pour moi ici, j'ai la chance de rouler avec, comme j'ai dit tout à l'heure, un des meilleurs pilotes en GT du monde. Et donc, forcément, pouvoir rouler avec une personne qui a tellement d'expérience et pour moi, un talent immense, ça me permet d'avoir des bons acquis, de pouvoir les comparer, et de m'améliorer en tant que pilote, d'un point de vue vraiment personnel. Et puis, ça me permet aussi de rouler avec une voiture qui est toujours performante parce que voilà, il arrive toujours à faire en sorte que la voiture le soit, en collaboration avec notre ingénieur, Wim, en l'occurrence. Et donc voilà, ça m'apporte beaucoup. Et puis la deuxième aspect de la question, justement qui est lié avec la complicité, c'est que en effet, pour moi, Driss, c'est pas que mon coéquipier que je le vois sur le week-end de course et que je dis au revoir le dimanche, quoi. Pour moi, c'est vraiment un très bon ami, un ami assez proche, on se voit assez régulièrement en dehors des week-ends de course. On va jouer au golf ensemble, on va faire pas mal de choses ensemble et le fait d'avoir une très bonne compétition, je pense, très important parce que voilà, on l'un à l'autre, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour faire que notre job et puis c'est terminé. Ici, on s'amuse vraiment, on rigole beaucoup. Bon, forcément, il y a des jours moins drôles que d'autres, mais ça, c'est comme dans tout, c'est la vie. Mais voilà, quand une chose se passe moins bien pour l'un, on sait que l'autre est toujours là pour le soutenir et pour l'aider à aller de l'avant. Et c'est un grand luxe. Ouais, on se comprend très bien et puis je pense qu'on se complète pas mal non plus. Donc j'espère qu'on aura la chance de partager encore pas mal d'autres courses et d'autres championnats dans le futur. Ça, Mhm. on verra bien. Exactement. C'est quand même 4 victoires, je rappelle, cette année. Hein. Donc une à Manicourt en France, dans la Nièvre, 2 à Misano, vous avez été infernaux, et une à Brenzage, bien sûr. Que des podiums finalement, depuis le début. Vous êtes monté sur la boîte à chaque fois, si je me trompe pas.
Je pense qu'il y a une seule course à Zandvoort où on finit 4e, ou ce dans le genre. Mais Ok, il me semblait que c'était que des podiums, mais c'est 2 têtes, hein. J'ai pas. ça a vérifié, mais il me semble. Ouais. Mais voilà, mais pour moi, ça prouve vraiment que la constance, c'est vraiment le paramètre clé. Je veux dire, si on est toujours là, marquer des gros points, forcément, on se retrouvera dans Bien sûr. une position de remporter ce championnat-là. Ouais. Alors, la question que je vais te poser, c'est peut-être celle que j'ai envie le plus de te poser, même si après, on en a d'autres qu'on va peut-être un petit peu t'embêter sur la fin, tu vois ce que je veux dire, avec des sujets d'actualité et l'avenir de l'endurance. Mais tu répondras si tu le veux, bien sûr, on t'oblige pas. Mais ce qui est frappant, pour vous avoir suivi de près toute l'année, comme on suit tous les autres aussi, bien sûr, c'est que vous êtes très régulier en sprint, peu d'erreurs, la machine, je dirais l'Audi R8 LMS, fonctionne à merveille la plupart du temps. Enfin voilà, je pense, hein, je suis pas dans la voiture, mais on sent qu'elle vous colle, elle vous colle à la peau. Elle est très très stable en sprint et en endurance, malgré voilà Monza où ça s'est pas très bien passé, mais et puis Barcelone qui n'est pas encore arrivé, mais globalement, on sent qu'il y a une cohérence entre le sprint et l'endurance. C'est quand même pas les mêmes courses, c'est quand même pas les mêmes stratégies. En endurance, vous êtes 3, en sprint, vous êtes 2, et on sent que cette voiture, elle est multitâche et qu'elle est, alors c'est peut-être pas nouveau, hein, parce que je suis pas un spécialiste non plus de la mécanique, j'ai jamais conduit d'R8, ni en sprint ni en endurance, j'aimerais bien d'ailleurs, mais voilà, j'irai chez Audi à Toulon, on verra s'il m'en prête une, mais voilà, je- tu passeras un petit coup de fil, Charles. Et voilà, donc, qu'est-ce qui fait que c'est homogène et que vous arrivez à être bon dans les 2 types de courses? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une question pertinente ou pas, ça? Enfin, je sais pas, c'est pas la question, mais voilà. Si, si. Pour moi, en fait, je pense qu'on arrive à un stade maintenant où les courses d'endurance sont devenues des courses de sprint au final. C'est pas faux. Je pense que maintenant le niveau est tellement haut que plus personne peut se permettre de lâcher le pied et puis voilà, de gérer. Et si c'est, par exemple, je pense maintenant, en l'occurrence, ça va être 4 heures de spa, mais au final, c'est quasiment 24 heures pied au plancher où on donne tout. Donc, pour moi, qu'on roule 30 minutes en sprint, donc on roule une heure pour faire son stint en endurance, pour moi, au final, c'est similaire. Peut-être l'aspect qui change un peu, c'est les arrêts au start. Forcément, on n'a pas l'avantage qu'on a en sprint. Mais bon, après, on a l'aspect stratégie où on peut jouer sur le full coursiello, sur les splashs, etc. Voilà, comme tu le dis très bien, l'Audi R8 est multitâche. Donc, elle est, je dirais, performante sur une majorité des pistes. Elle est fiable, ça c'est très important dans le rôle de la constance, forcément. Ouais, donc on fait aussi pas d'erreur. Enfin, on essaye du moins d'en faire le moins possible. En endurance, j'ai la chance aussi de partager la voiture avec Kelvin Van der Linde, qui est aussi un très 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 bon pilote que je place vraiment haut dans mon estime. En tête du championnat DTM. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et qui pour moi, voilà, je lui souhaite sincèrement de gagner parce que c'est vraiment un chouette gars en plus de ça. Donc non, là, au final, je pense que ce qu'on retrouve en sprint, comme tu le dis bien, on peut le retrouver en endurance, comme un équipage assez homogène. Kelvin, maintenant, on commence à bien le connaître. Chris le connaît aussi bien. On a toujours le même ingénieur, oui, mais au final, ça reste la même équipe, ça reste la même voiture, ça reste les mêmes pneus. Donc voilà, donc au final, pour moi, les deux championnats sont similaires dans un sens, bien qu'il soit, voilà, quand on roule, je sais pas, une demi-heure ou qu'on a une course de 24 heures, 24 heures de Spa à disputer, l'approche est différente, mais au final, la philosophie est quand même similaire. D'accord, ok. Alors on en vient, Charles, merci pour ces précisions. On en vient aux 24 heures de Spa, où là on a passé quasiment 24 heures devant notre télé à écouter Laurent Mercier, Thomas Bastin et puis pour ce qui est de la France du moins, et puis Automoto la chaîne qui retransmet cette magnifique course qu'on a grand plaisir à suivre, qui malheureusement est souvent arrosée de pluie, peut-être un petit peu moins que l'année dernière, mais c'est comme ça, c'est les Ardennes belges. Je connais un peu le coin, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est comme le Nürburgring, c'est toujours des conditions un petit peu particulières, mais ça amène aussi du piment à la course. Je pense que si on faisait les 24 heures de Spa à Monza, où il fait souvent très beau, ça serait forcément différent. Mais la météo aussi rythme la course. Vous avez terminé deuxième à quelques
voilà, quelques secondes, on va dire, de Pierre Guidi et de la 51 de Iron Lynx. La victoire était toute proche, mais avant cela, quand nous on a regardé les qualifications, donc notamment les qualifications du vendredi, non, du jeudi, pardon, voilà, je reviens en arrière. Je te demande pas ce qui s'est passé parce que ce qui s'est passé en qualification, vous a fait partir quasiment dernier. Vous étiez avant-dernier sur la grille de départ au final, il me semble. C'est 54e, je pense, c'est dangereux. Voilà, il y avait 2 voitures derrière vous, si je me trompe pas. Une âme et une autre que j'oublie. C'est pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est quand vous vous dites voilà, on a raté nos qualifs pour les raisons que tu peux nous donner si tu as envie. Voilà, vous partez dernier et qu'est-ce que tu te dis, Charles, à ce moment-là? Tu dis c'est ta course, t'es belge, mince quoi, mince. Est-ce que tu es convaincu que ton équipe va faire le job, tous, tout le team WRT pour remonter les 50 voitures devant vous? Alors, moi, j'en ne doutais pas, enfin, je n'ai pas du tout douté une seule seconde. Oui. Je veux dire, si Abiard il met une course où la qualification n'est pas primordiale, c'est sur une course d'endurance, c'est surtout une course de 24 heures. Ça peut être les 24 heures du Mans, comme ça peut être les 24 heures de Spa. Donc, au final, du marais devant, c'est un avantage, parce que ça permet directement de faire le trou avec les gens derrière. Ça permet d'être normalement plus ou moins à l'abri des accidents ou du moins des contacts dans les premiers tours. C'est ça. Mais bon, à part ça, oui, il y a un gain de temps forcément sur la piste, peut-être un gain de 30 secondes, 40 secondes, mais si on arrive à recoller d'une certaine manière avant que le safety car arrive, c'est très bien. Donc en fait, le but principal pour nous, c'était de ne pas nous faire attraper par les premiers. Parce que si on se faisait prendre un tour, je dirais pas terminé, mais ça rendait la course. C'est quasiment fini, oui. Donc, pour revenir avant d'attaquer sur la course, les qualifs, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun problème. En gros, on voulait que chacun des pilotes, donc à savoir Driss, Kelvin et moi, dans cet ordre-là, voilà, qu'on ait tous un tour au moins clair à faire. Il se trouve que d'abord, Driss part pour sa Q1, c'est en l'occurrence Q2, parce qu'il y a 4 qualifications, et nous on n'était que 3, donc il part pour la Q2. Il attend un petit peu, il part, drapeau rouge. Bon, c'est pas trop grave. Enfin, ça a quand même un gros crash. Ça a quand même pris une demi-heure, je pense, pour tout ranger. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave. Il reste 12 minutes de session, quasiment personne n'a rentré à temps, pas de problème. Là, maintenant, mon ingénieur dit bon, les gars, on va attendre que tout le monde parte. Que les écarts se décantent un petit peu. Et puis là, on envoie Driss pour qu'il se mette dans un trou et qu'il fasse un bon chrono directement. Ok, on est tous d'accord avec ça. Je veux dire, c'est lui qui prend la décision de toute façon, mais je veux dire, il m'en parle. Enfin, moi, je dis, ok, ça me paraît un bon plan. Il vient, il fait ça. Et d'une manière ou d'une autre, il lui restait, je pense, de la session, il restait encore 2 ou 3 minutes avant que le drapeau rouge arrive. Mais Driss part pour son tour. Il arrive, il attend forcément 2-3 minutes, puis il part pour faire son tour. Il est dans un bon trou, dans un bon spot sur la piste. Et là, il est occupé à faire un très bon tour, donc bon secteur A, bon secteur 2. Et là, il arrive dans Blanchimont à 2-3 minutes de la fin, donc il avait encore, je pense, au minimum un tour à faire en plus s'il devait avoir quelque chose. Et là, il y a notre équipier finalement qui roulait sur la 31, je pense, qui se met au rayon, qui est quelque chose là. Et il y a de nouveau drapeau rouge. Et là, donc Driss n'a pas eu le temps de terminer son tour, parce qu'il restait encore le blanchiment à faire et lâcher le stop, quoi. Et donc voilà, pas de chrono. Et la session n'a pas été redémarrée et pas de chrono au tableau. Et donc forcément, là, ça n'a pas fallu très longtemps pour qu'on comprenne ce qui s'était passé. Et oui. Forcément, là, on était tous dégoûtés parce que, de la Super Pole, comme si nous on y était déjà, en fait, avant, on disait, ouais, mais qui la fera? Et tout était déjà décidé. Et c'était très clair dans notre tête. Puis là, c'est coup de massue, on voit ça, on se dit comment est-ce possible? Donc forcément, on est dégoûté. On roule quand même notre qualif pour pas avoir le feeling de la voiture, etc. Mais ça, c'est vraiment de vous à moi. J'étais dans la voiture, je n'avais rien à faire. Je roulais, j'ai fait le 20e temps, j'avais vraiment rien à faire. J'étais dégoûté, je pensais à ça. On va démarrer dernier. Oh là là, quelle catastrophe. Et puis, forcément, on roule pas le vendredi. Bon, on a tous été au circuit quand même pour 2-3 rendez-vous et puis pour
Puis surtout pour supporter l'équipe quand même, hein, pour les voitures qui étaient qualifiées pour la Superpole. Et oui. Et puis, à vrai dire, je pense que le fait de démarrer dernier, ça m'enlève pas mal de pression. Parce que quand on se dit, on démarre, je sais pas, moi, dans le top 10 directement, voilà, on a quand même un peu de pression. On démarre dernier, en soi, on peut dire, écoutez, on a démarré dernier. On savait très bien que voilà, démarrer dernier, c'était pas si gros des avantages. Ça a des avantages, certes, mais c'est pas non plus faire stop and go de 2 minutes directement. Donc, ça enlève de la pression. Et puis, directement après 1 heure ou 1 heure et demie, Kelvin qui avait pris le départ s'était retrouvé dans le top 20 ou même dans le top 15. Puis Driss dans le top 10. Et puis moi, quand je roulais, on était dans le top 6. Donc, on avait fait double, double, double. Donc, après 6 heures de course, on était quasiment dans le top 5, si pas dans le top 5 déjà. Et donc, à ce moment-là, on savait, OK, maintenant, on est de retour. On est bien de retour. Et maintenant, la course a vraiment démarré. Et on prend pas trop de risques, mais on doit essayer de rattraper les premiers parce que forcément, eux, ils ont pu faire le trou. Donc, c'était important de rester dans le tour de leader. Et puis, la course se passe pas trop mal, je dirais. On arrive à rattraper tout doucement. Les gars font une bonne stratégie, mais les coéquipiers font sans faute. Et, parce que les track limits, ça, c'était vraiment un gros souci pour tout le monde. Mais nous, on a réussi à rester dehors. On n'a pas eu de drive-through, on n'a pas eu de pénalité à cause de ça. Et puis voilà, on arrive sur la fin de la course et clairement, la Ferrari était plus vite que nous. Ça, c'est toute la course. Je veux dire, c'était elle qui était toujours en tête ou deuxième. Et sincèrement, l'Audi, on savait directement avant même les qualifications que ce serait dur. Et on avait vu en plus, les Ferrari avaient pas mal caché leur jeu, mais on avait vu pendant les night practice que elles allaient vite, que voilà, même si c'est les chronos de l'extérieur, je sais pas, c'était peut-être leur 20e ou 21e chrono, mais on savait très bien qu'ils étaient en train de faire des longs runs et que pour des longs runs, c'était vraiment du lourd. Et puis eux, on les a encore enlevé 10 kilos, je pense, ou je sais pas combien on les a enlevés, mais avant la course. Et donc là, on se dit, ça va être chaud, mais voilà, peu importe. Nous allons faire le maximum comme d'habitude, et puis on verra bien ce qui en sortira. Puis voilà, forcément, on s'y attendait. La FIA a été très rapide, elle a été très bien conduite aussi. Faut prendre, voilà, chapeau à eux, ils ont bien géré, ils ont eu une très bonne voiture, ils ont très bien conduite, pas d'erreur. Mais ils étaient plus vite que nous, ça c'était indéniable, et on savait rien y faire. Et puis voilà, on arrive sur la fin, et on savait qu'il allait pleuvoir à la fin. Ça, on le savait. On ne savait pas exactement à quel moment, mais dans la dernière heure, ça allait pleuvoir. Et on avait réussi à piter le tour, le stint avant, on a réussi à piter 1 tour ou 2 tours après Pierre Guidi, ce qui permettait d'allonger le stint. Parce que, comme vous savez, on a le fameux driving time là, de maximum 65 minutes, on doit respecter, ou du moins il faut attraper sinon. Et on pouvait jouer avec ça. Pierre Guidi, forcément, eux aussi, ils auraient bien voulu attendre un peu plus que la pluie arrive pour mettre les pluies. Ils n'ont pas eu ce luxe-là. Donc, eux, pam, ils rentrent 2 tours avant nous, ils mettent les slicks, parce que forcément, puisqu'on met en stage, il ne pleut pas, il faudrait être fou pour mettre des pluies. Donc, ils partent avec leurs slicks. Nous, on attend 2 tours. Et puis là, enfin, tous les ingénieurs de chez Audi, on a tous les radars, etc. Moi, je fais la danse de la pluie. On les a vus danser. Le mécano, on en rêvait. Et là, forcément, je pense que je m'étais rhabillé. J'avais tous mes potes qui étaient là, j'avais ma famille, et je disais, ce sera incroyable qu'il pleuve. Et puis moi, j'avais la radio, forcément, et puis j'entends Rain Turn 1. Puis je dis, non, c'est pas possible. Ça. Puis je sors parce que l'hospitality était au virage A, puis je sens que ça commence à goûter de l'été, mais que ça arrive de plus en plus fort. Et puis, et au début, ils voulaient mettre les slicks, et puis j'entends au dernier moment à la radio, dit, OK, boys, bring the wet tires. Et là, j'étais, bon, soit maintenant, on fait un coup de maître, ou bien, voilà. En réalité, on n'avait rien à perdre, vu qu'on avait un tour d'avance sur la 3e place, donc on n'avait vraiment rien à perdre. Et puis là, il part en slick, il fait un demi-tour sur le sec, et puis là, déluge, et là, on s'est dit, c'est bon, là maintenant, il reste encore 50 minutes de course, mais là, on s'est dit, là, on est vraiment très bien. Oui. Et forcément, on était super heureux, c'était incroyable, mais voilà, on s'est dit qu'une course termine qu'au drapeau damier, et voilà. Donc, il a commencé à pleuvoir de plus en plus. Et puis là j'espère qu'il arrête de pleuvoir parce que je me suis dit, à ce rythme-là, il va y avoir un accident, ça y aura un safety car, et puis voilà, on va se faire avoir. On avait 1 minute d'avance, je pense, sur la Ferrari, et malheureusement, il n'a plus trop, et il y a eu une Ferrari qui s'est mise dans le mur. Donc, safety car.
Et là, on a eu de la malchance dans notre chance, au final, c'est que normalement, forcément, quand la safety car arrive, il se met devant le premier. Et puis, toutes les voitures qu'il y a entre le premier et le deuxième, ben, comme vous le savez tous, mais je ne fais que répéter, Non, ben, mais voilà, il faut le dire. et il faut les redépasser. On a légitimement le droit d'imaginer que sur 1 minute de différence, il doit y avoir au moins, je sais pas moi, au moins 10 ou 15 voitures, sachant qu'il y avait quasiment 60 voitures au départ et qu'il devait y avoir, à mon avis, encore 40 à l'arrivée. À peu près, oui. C'est ça. Et, mais malheureusement, il n'y avait que 3 ou 4, donc c'était 4. rien du tout. Ouais. Et là, on s'est dit, bon, ça va être chaud. Il faut dire 9 minutes. La chose qu'il ne fallait pas oublier aussi, c'est que Dries avait roulé pendant quand même un gros demi-tour avec ses slicks avec ses plis sur le sec. Oui. Donc, ils avaient quand même forcément abîmé. Et puis, il a réussi à faire le trou les premières 10 minutes, là, parce que Pierre Guidi était occupé à dépasser tout le monde. Et puis, dès qu'il était libre, je sais pas, disons que Dries avait 7 secondes d'avance et qu'on voyait qu'il reprenait 1,5 secondes au tour. Ça n'ira pas. Et ça, c'était horrible parce que, en plus, on sait que quand les écarts sont si grands, dépasser n'est pas un souci et surtout pas sous la pluie. Et là, on se dit, ça va être compliqué. Et tout doucement, on voyait notre rêve s'échapper. Enfin, mon rêve, en tout cas, et l'objectif de toute l'équipe. Et puis, on se disait, bon, allez, il sort-nous quelque chose de magique. Mais il donnait son maximum. Il était, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux, de toute façon. C'était impossible. On le voyait bien. Et s'il y a vraiment une personne qui aurait pu le faire, c'était lui. Donc, c'était la bonne personne à avoir dans la voiture. Et puis voilà, forcément Pierre Guidi beaucoup plus rapide, il fait un très beau déplacement sur lui, très risqué. Je ne comprends pas trop pourquoi il a pris autant de risques, mais enfin, soit Dries a été très très fair-play avec lui, il aurait pu facilement l'écarter et l'éjecter sur l'AstroTurf, mais il n'a pas fait, il a été très correct, il a laissé la place et voilà, ça a fait mal. On était très dégoûtés. Et puis voilà quoi. Un jour, ça sera ton tour de faire ce qu'a fait Pierre Guidi. Parce que je pense qu'à la place de Pierre, et je me permets, Charles, mais je pense qu'à la place de Pierre Guidi, tu aurais été dans cette situation, tu l'aurais fait aussi, sûrement. Ben c'est clair, c'est sûr. Et puis, on est d'accord. Et puis, sincèrement, il le méritait. Oui. Vraiment, il méritait de gagner la course. Ils avaient été devant pendant une grosse partie. Très, très longtemps. Ouais. Et puis, en vrai, pour eux, voilà, perdre la victoire à cause d'une erreur de stratégie, pour un pilote, c'est horrible. Parce que, bon, eux, sur la piste, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire et ils ont été très bons. Donc, moi, à leur place, j'aurais été dégoûté aussi. Et en fait, moi, comme je dis, quand j'étais dégoûté, je pense pas que c'est le bon mot parce qu'au final, j'étais très heureux, mais je ne savais pas en fait. Ça peut paraître bête, mais c'était une désillusion en fait, parce que c'est comme si maintenant. En fait, c'est drôle, mais avant la course, on m'avait demandé, Charles, et quoi, si tu finissais deuxième, comment tu réagirais? Et vraiment, on m'avait posé la question. En fait. Et moi, je dis, c'est une bonne question, mais tout dépend comment tu obtiens cette deuxième place-là. Ouais, c'est ça. Et si maintenant tu es troisième pour toute la course, ou tu es dernier, en l'occurrence comme nous, tu es troisième, et dans le dernier tour tu passes deuxième, tu es super content des deuxièmes, c'est génial. Enfin, je veux dire, forcément tu veux gagner, mais tu es content. Mais lorsque tu arrives de manière ou d'une autre à être premier et que dans les 8 dernières minutes tu te fais dépasser, ça fait mal. Ça fait mal et voilà, ça m'a fallu comme quelques jours pour digérer ça. Mais au final, voilà, je me suis rendu compte que ce qu'on avait fait, c'était vraiment incroyable et que j'étais super fier d'avoir pu faire Bien ça sûr. et mon équipe. Et puis, je pense que la personne qui a été le plus déçue dans cette histoire-là encore, ça devait être Dries. Parce que lui, il a vraiment vécu ça comme, je pense, je sais pas, un truc personnel, je pense. Parce que lui, forcément, comme je l'ai dit, il était au volant au monde et lui ne pensait pas qu'il pouvait se faire attraper comme ça par Pierre Guidi. Et puis, ça a été le cas. Et puis, c'était lui qui était au volant, quoi. Il s'est fait dépasser. Oui. C'est lui qui l'a vu partir et qui a vu sa victoire s'échapper. Donc, ça a été dur pour lui et voilà, comme je disais, là c'est le rôle de la complicité qu'on a ensemble. Et après, moi j'étais là pour le conforter et le remettre sur pied. Et, bon, il n'était pas non plus par terre, mais il était très triste forcément. Donc voilà, maintenant on a une belle revanche en tout cas à reprendre. Déjà Dries il s'est un peu vengé au Nürburgring le week-end passé quand on a dépassé Pierre Guidi par l'extérieur aussi. Ça c'était assez drôle. C'est démarré dans le box, c'est une petite revanche. Mais la grosse revanche sera à reprendre l'année prochaine.
D'accord. Bon, en tout cas, vous nous avez régalé, même si nous, comment dire, on n'a pas les mêmes objectifs que vous. Nous, c'est surtout se régaler et voir toutes ces GT3 dans les 4 catégories, donc Pro, Silver, Pro Am et Am. Mention spéciale aussi à Matt Panda, qui a fait une course extraordinaire, la Mercedes de Matt Panda. On les aura peut-être bientôt en live. Voilà, on a quelques petites connaissances. On va essayer de les avoir en live d'une certaine façon. En tout cas, voilà, on félicite tout le monde, bien sûr. Mais ouais. En fait, juste, Charles, je me permets, nous qui sommes devant l'écran, on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, on va dire ça comme ça, euh, que ce soit pour Ferrari, Aerolinks ou WRT. Mais vous méritez, comme tu l'as très bien dit, vous méritez de la gagner tous les deux, ces deux voitures, la 51 et la 32. Mais voilà. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on s'en souviendra, comme dit Christophe Potreau dans le chat, il dit un déplacement qui restera très longtemps en mémoire. Et je pense que moi personnellement, ce que je me souviendrai, c'est que vous êtes parti de très très loin, même s'il y a la stratégie, les full coursiers. Ça, je m'en souviendrai toujours. C'est que vous êtes parti de très loin, vous avez à 2 doigts de gagner finalement, et ça, on s'en souviendra. On se souviendra de la 32 et de la 51, ça c'est sûr. Voilà, non, mais c'est certain. Je dis pas ça pour te faire plaisir, Non, mais non. voilà. Comme l'année dernière avec le Rover Racing. Voilà. On se souviendra aussi malheureusement du crash qu'il y a eu en début de course. Bon, on en a beaucoup parlé, on va pas revenir là-dessus. J'avais juste une petite question, Charles, sur les track limits, si ça t'ennuie pas. J'ai envoyé un texto à Laurent Mercier pendant la course de Brands Hatch. Bon, il était au commentaire, donc il m'a pas cité, il n'a pas le droit. Mais bizarrement, à Brands Hatch, il n'y a pas de problème de track limit. Et à Spa, il y en a eu l'année dernière. Et vous avez eu d'ailleurs un système 3D Technology, je crois, sur la voiture pour la gestion des track limits, puisqu'en 2020 c'était un petit peu la foire quand même. Faut dire les choses comme elles sont, Charles. Qu'est-ce que tu préfères toi avoir un circuit old school comme Brands Hatch où tu peux pas, ou si tu fais une erreur, bah t'es dans le mur, voire même dans les buissons, comme dit notre cher Betty, comme la McLaren par exemple, malheureusement la 38, ou tu préfères avoir un mouchard sur la voiture, ou donne-moi ton avis tout simplement. Ce que tu aimerais. Alors, moi, je pense qu'il y a deux extrêmes. Donc, moi, je fais partie forcément de cette nouvelle génération qui roule beaucoup sur simulateur et qui voilà, ça peut, le discours des vieux, on dit, mais quand je dis vieux, je pense à Vincent Voss qui me dit, mais à l'époque, il n'y avait pas de simulateur. Donc, quand tu allais sur un circuit, tu devais y aller step by step. Ici, maintenant, les jeunes, là je le cite, hein, il dit maintenant, les jeunes viennent, ils s'entraînent, ils font 20 tours, ils voient que ça passe à fond dans le simulateur. Donc, bam, premier ou deuxième tour, s'ils disent que c'est possible de passer à fond, ils le font et puis ils ne se posent pas de questions. C'est comme ça que les accidents arrivent. Moi, je ne rejoins pas entièrement son avis, mais je fais partie de cette jeune génération. Alors moi, mon avis, c'est j'adore l'esprit moderne. J'aime vraiment bien, par le circuit d'Abu Dhabi. J'aime bien, je sais pas moi, le Paul Ricard, j'aime bien aussi, même si pas mal de mes collègues pilotes, ouais, c'est pas leur piste préférée, mais c'est les pistes qu'ils aiment bien. Mais ça amène le problème de track limit. Et ça, je trouve que c'est embêtant parce que forcément, une piste est faite pour qu'on reste dessus. Donc, typiquement, une piste comme à Brands Hatch où on a des sensations incroyables, c'est très old school. Mais là, s'il y a une track limit, de toute façon, pas besoin de la pénalité parce qu'on est dans le mur. Donc, Voilà. il n'y a pas de possible. Même comme qui a mis, il y a peut-être un ou deux endroits où on pourrait avoir une track limit. Mais là, Ouais. c'était très à cheval dessus et je trouve ça bien. Donc, en résumé, pour moi, le problème, c'est pas la piste, c'est la manière dont on va le monitorer. Je pense que si leur système GPS est vraiment au point, avec leur système photo, etc., pour moi, ça, c'est la meilleure des façons, la meilleure des choses, que on pourra vraiment rouler sur toutes les pistes et tout le monde sera jugé de la même manière. Et pour moi, c'est un petit peu le souci qu'on a eu à Spa cette année-ci. Donc, ils ont prévenu au début du week-end, voilà, on sera dur sur le track limit. Et là, sincèrement, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que comme tu l'as très bien dit l'année passée, c'était pas en 2020, c'était vraiment. Hop, allô? On est là, Charles. Ouais, désolé, quelqu'un m'a sonné, donc ça a coupé. C'est pas grave, vas-y. C'est bon. Mais qu'est-ce que je disais moi encore? Ah ouais, avec le système là. Je disais que si maintenant. Ah, ouais, le problème qu'on n'inverse pas, c'est que. Attendez juste 2 secondes. Hein. Parce que, pardon. Ah, c'est Vincent Voss qui vient lui dire d'aller se coucher.
Pourquoi il doit venir maintenant ou quoi? Non, demain matin, mais Non, j'en ai pas, non. on n'a pas de Driss. Je pense pas non plus. Driss. Ça va, je voulais ça. Hop, excusez-moi, désolé. C'est pas grave, Charles. On est en direct de Désolé. l'Allemagne en GT Masters et c'est normal. Vas-y, je t'en prie. Donc, ouais, je disais, donc forcément, ils ont dit faites attention, on va faire gaffe aux track limits. Comme je disais de nouveau, sur Bien le sûr. Super Performance en 2020, c'était une véritable blague. Je veux dire, même pour les spectateurs, regardez, ça a vraiment ni queue ni tête et c'était dangereux. Donc, Ouais, pour moi, c'était une bonne chose qu'ils fassent attention à ça. Mais je trouvais que, de cette manière, parfois, c'était un peu trop hard, dans le sens où on a reçu, et ça sert, on a reçu les track limits, alors qu'on n'avait absolument pas fait. Pour un moment donné, il y avait un run de 6 tours que Freins avait fait, qui n'était pas mon coéquipier à Spa, mais peu importe, sur la voiture sort. Il fait un run de 6 tours, dans son run de 6 tours, il reçoit un track limit. Ils ont regardé après tous les tours, parce que Robin a dit, je suis certain d'en avoir fait aucun track limit, et il avait fait aucun track limit, et pourtant il avait reçu un avertissement. Alors qu'à contrario, il y a des voitures qui étaient beaucoup moins jugées. Par exemple, donné, pour l'accord, je me souviens, j'étais derrière une Lamborghini qui tous les tours coupait dans le rayon, mais parce que c'était une Silver ou parce que c'était une voiture qui était un peu moins dans le haut de classement, ou j'en sais rien, était beaucoup moins, ils faisaient moins attention. Alors, je ne dis pas qu'il y avait que quelques voitures qui étaient visées et d'autres pas, certainement pas. J'ai aucune preuve qui peut l'affirmer. Oui. Je ne peux surtout pas accuser qui que ce soit de quoi que ce soit, mais c'est juste un fait que j'ai remarqué et que je trouve pas que je trouve ça un peu dommage, que ça enlève un peu l'égalité. C'est que il y avait certaines, nous en l'occurrence, mais il n'y a pas que nous, hein, je veux dire, il y avait aussi, je sais pas moi, la 88, je suppose, et quelques voitures de tête qui ont été très très fort monitorées. Alors que, comme je disais, à contrario, d'autres pas. Donc je pense que s'ils pouvaient amener ce système avec le GPS pour le futur, ce serait une très bonne solution parce que du coup, ce serait la même chose pour tout le monde. Ça enlèverait les émotions et surtout ça enlèverait aussi les erreurs parce que forcément, je veux dire, les marchands, parce qu'au final, je pense que c'est eux qui devaient appuyer sur le bouton ou les juges, je ne sais pas exactement comment ça allait, mais au final, c'est une personne qui est derrière ce bouton-là. Je veux dire, on est tous des humains, on fait tous des erreurs. Donc moi, je mets personne, je pointe personne du doigt. Je dis juste que c'est un fait qu'on fait tous des erreurs. Comme nous, parfois on va être avec les limites, comme parfois eux appuient sur le bouton alors qu'ils ne le devraient pas. Donc je pense que si on pouvait apporter cette technologie qui est en cours, ce serait une très bonne chose. D'accord. Ok. Alors, on rebondira pas dessus parce qu'on a tous notre avis. Mais en tout cas, ça évolue dans le bon sens, je trouve. Ta vision me semble plutôt bonne. Mais c'est vrai que il y a encore pas mal de choses à faire. Et ça fait bondir beaucoup de fans, de journalistes, d'experts. Et c'est toujours bon de demander aux pilotes ce qu'ils pensent finalement, parce que c'est vous qui êtes sur la piste et c'est vous qui mouillez le maillot et qui vivez de cette passion et qui luttez pour la première place. Et c'est vrai que c'est ce que tu viens de dire. Il y a quelques petites choses qu'on n'a pas forcément remarquées nous, parce qu'on regarde pas tout dans le détail. Mais effectivement, je trouve que déjà cette année, c'était bien mieux à Spa et il était temps de faire quelque chose comparé à l'année dernière où j'ai eu très peur. Il y a il y a deux voitures qui ont failli se percuter. Je crois que c'était en essai libre l'année dernière, c'est très dangereux. Voilà. Charles, pour conclure ce live, parce qu'après on va te laisser tranquille. Demain, les choses sérieuses commencent en GT Masters pour toi. J'ai une question de Christophe Proto. Où serez-vous, Charles, en 2023? Alors, GT3 ou Proto? Le team WRT a les MP2, on le sait, bien sûr, avec une très belle performance au Mans, même si ça aurait pu être encore plus beau. Mais bon, bref, passons. Vous l'avez gagné le Mans en LMP2. Tu seras où en 2023, mon cher Charles? Alors, c'est une très bonne question, ça, Christophe. Oui. C'est une excellente question, même. Alors, déjà, le fait qu'il y ait le retour de GT3, c'est une bonne chose, en manière générale, je pense, pour le sport, parce que je pense que le GT1 maintenant coûte véritablement un pont à faire rouler. Donc, il y a beaucoup moins de manufacturiers comparé à avant qu'ils faisaient. Alors que le GT3, maintenant, il y aura aussi un plus grand engouement autour. Et ça ne fera que renforcer l'engouement qu'il y a déjà maintenant en GT World Challenge. Donc voilà, je veux dire, j'espère qu'Audi fera certainement le MDH, c'est certain, ça même, mais qu'il fasse également le GT3, parce que je pense que ce sera un très beau programme à faire. Bien sûr. Après,
Maintenant, me dire où est-ce que je me vois, d'un point de vue objectif, j'en sais rien. Sincèrement, je n'ai pas la moindre idée. Je suppose que voilà, je suis encore fort jeune et que c'est un tout nouveau programme pour eux et qu'ils vont, voilà, s'ils décident de mettre des pilotes de leur filière GT pour l'autre, enfin, s'ils décident de leur donner une promotion vers la LMDH, ils donneront plutôt ça à des pilotes plus expérimentés et, que comme moi, ce qui est tout à fait logique. Euh, donc en 2023, je ne sais pas si la question qu'il y a derrière, c'était de demander si je serais dans une LMDH. Je pense que d'un point de vue objectif, ça m'étonnerait. Je veux dire, moi, c'est mon rêve, ça c'est moi maintenant, depuis qu'ils ont annoncé ça, c'est mon rêve slash objectif. Je pense que je suis bien placé maintenant. Voilà, je suis dans un manufacturier, à savoir Audi, qu'ils ont forcément, enfin, qui investissent pas mal pour faire ce programme LMDH, et donc forcément j'ai une bonne place. Mais je pense que c'est encore un peu trop tôt pour moi. Oui. J'espère, voilà, que forcément mon rêve le plus cher, comme je dit, c'est dans 2023 de pouvoir me battre là-dedans. Mais au final, je ne suis pas trop pressé. Donc si maintenant on me dit l'occasion arrivera, mais elle arrivera plutôt, je sais pas moi, en 2025 ou quelque chose comme ça, Pas grave. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais déjà pour ça, il faut tout simplement qu'un jour elle arrive cette occasion. Mais c'est pour ça que tant que maintenant, j'essaye de faire le maximum. Ici, maintenant, je joue dans une GT3, donc j'ai fait le maximum que je peux faire. Ici, Audi il voulait avoir une présence au Mans, sur le Road to Le Mans avec une GT3, donc j'avais été roulé avec Jean-Denis Deletraz, le père de Louis. On s'était bien amusé, et puis pour moi, c'était la découverte du Mans, donc c'est comme ça, moi, je découvre le circuit, puis comme ça, Audi, ils avaient une voiture sur place, et puis ça fait un peu d'expérience aussi. Bien sûr. Donc, disons qu'en 2023, j'espère pouvoir être au Mans, que ce soit dans une GT3 ou une LMDH. Bon, c'est possible une LMDH, mais si dans une GT3, je serais déjà très heureux. Et puis, voilà, peut-être que dans un futur plus ou moins, enfin, à moyen terme, je dirais, pouvoir rouler peut-être en LMDH, ce serait vraiment un rêve. Ouais. Alors une petite précision, Charles, parce qu'on se mélange tous, hein, même si on sait ça par cœur, le GT3 au Mans, c'est 2024, voilà, pour être précis. Ah, ouais. Mais c'est pas grave, on n'est pas un an près. On n'est pas un an près. Même C'est moi, pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste pour ceux qui nous écoutent, voilà, des fois, ouais. c'est pas grave, Charles. Et effectivement, la question de base, c'était ça. C'était est-ce que Audi lorgne déjà du côté de Charles Wirtz pour éventuellement un MDH. Mais comme dit Alan Gérard qui t'a posé la question tout à l'heure, il aurait pu réouvrir son micro et te poser la question, mais il n'a pas osé. Est-ce que tu pourrais être amené à faire un rookie test en LMP2 à la fin d'année? C'est des choses qui pourraient arriver, ça, ou plus tard? Ça pourrait arriver, ouais. Ce serait une bonne chose. Ça me ferait plaisir de pouvoir faire des tests dans une P2 parce qu'au final, voilà, forcément, une monoplace, enfin, plus ou moins un prototype plutôt comme une P2 ou bien une LMDH, c'est forcément très différent de ce que j'ai pour habitude de rouler, à savoir un GT. Donc, si maintenant j'avais l'occasion de pouvoir faire quelques tests dans une LMP2, ce serait avec grand plaisir. Et voilà, donc j'espère que l'occasion se présentera. Je pense qu'il y a des possibilités, donc on verra bien. D'accord. J'imagine que tu suis un petit peu l'IMSA, bien sûr, notamment le GT. C'est quelque chose qui te passer de l'Atlantique pour aller aux États-Unis ou faire les 24 heures de Daytona, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être prévu, ça, par l'équipe? Est-ce que ce serait possible? Avec la Euh, nouvelle, parce qu'il y a une nouvelle réglementation en plus l'année prochaine, avec le GTD Pro. alors, pour être totalement honnête avec vous, Oui, euh, c'est pas un championnat que je regarde énormément. Alors, j'ai tendance parfois à regarder, m'amuser à regarder, mais sincèrement, je sais pas vraiment un championnat que je suis de près. ouais. Par bien où je suis au courant des pistes sur lesquelles il roule, j'avais pas mal d'on-board et 24 heures de Daytona, c'est comme une course que je suis et ce serait forcément génial de pouvoir participer un jour. Mais je dois dire que rouler outre-Atlantique, pas faire rouler que là, en guillemets, moi je pense pas que ça me botterait forcément. Je m'amuse plutôt ici en Europe sur les courses, sur les circuits comme voilà, qu'on a l'habitude de rouler, donc que ce soit même Brands Hatch, un petit peu old school. Spa que j'adore parce qu'au final, ça reste un circuit old school. Bon, ok, ils ont écarté les track limits, bon, ça c'était le sujet Ouais. tout à l'heure. Mais le circuit, c'est le circuit que j'adore. Après, forcément, vous allez me dire, mais en Amérique, il y a quasiment que des circuits old school. Mais je sais pas, pour moi, c'est un peu différent. Mais c'est sûr que si j'avais l'occasion de faire quelques courses là-bas, ce serait avec grand plaisir. Mais Ouais. ce serait à pouvoir mixer un peu les deux, un peu d'Europe et un peu d'Amérique, ce serait
ce serait top, mais non, ce serait... Alors maintenant, en racontant, je me rends compte que ça me plairait de rouler là. Mais voilà, on verra bien les occasions qui se présenteront dans le futur. Mais Bien sûr, bien sûr. comme on parle de 4 heures de Daytona et puis peut-être Indianapolis, on verra, ce serait top. Ouais. Ouais, dans quelques semaines, ça pourrait être possible, mais en intercontinental. Voilà, je te le souhaite en tout cas. Deux dernières questions qui sont plutôt drôles, on va dire. La première, un petit peu moins. Alban, qui est cofondateur du groupe Endurance Live, bien sûr, Alban Barzakhello, il nous dit, est-ce que Charles serait prêt à aller quitter le giron familial? Alors, il n'y a pas que des gens de ta famille dans le type WRT, on est bien d'accord, quand même. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, tu te dis, tiens, un jour je serais peut-être obligé de le quitter, ou pour d'autres raisons, X ou Y. C'est quelque chose que les gens qui t'entourent t'y préparent déjà, par exemple? Je pense que c'est trop tôt, hein, personnellement, je pense que c'est trop tôt, mais est-ce que ça pourrait arriver un jour et tu te dis, tiens, voilà, je serais peut-être obligé de le faire? C'est une bonne question. Forcément, moi, j'y serais prêt, je pense, dans le sens où, bon, ici, on parlait justement de l'aspect psychologique et de la pression. Et si je connais tout le monde, je suis WRT et l'équipe, je la suis depuis le début. Donc, c'est pas uniquement depuis que je roule moi-même, ça fait depuis 10 ans que je suis et que voilà, les mécanos, je les connais tous. Donc, je me sens vraiment comme chez moi et quand les choses se passent moins bien, je sais très bien que demain est un autre jour et que voilà, on change la situation, etc. Après, voilà, forcément, si maintenant des occasions dans le futur se présentaient dans d'autres équipes, bah, au final, moi, que ce soit Vincent Boss, que ce soit mon père, tout ce qu'ils souhaitent, c'est pas que je sois bloqué à jamais avec WRT. Et eux, Bien sûr. ils veulent que je puisse m'épanouir forcément en tant que pilote. Et s'ils peuvent pouvoir devenir pilote plus complet ou quoi, en ayant l'occasion d'aller rouler ailleurs, dans une autre équipe, par exemple, il n'y aurait aucun souci à ce niveau-là, je pense. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas à l'ordre du jour. Donc maintenant, là, toutes les courses que j'ai à faire encore dans le futur, je dirais que ça, c'est principalement c'est qu'avec WRT. Donc, on verra bien ce que le futur amènera. Mais voilà, tant que maintenant, la question n'est pas trop à l'ordre Elle du n'est jour. pas d'actualité, non, bien sûr. Je pense que ça ne poserait pas de souci si ça devenait arriver un jour. D'accord, très bien. Et puis une question qui est d'Alban aussi. À quand le beau temps à Spa? Alors, ça, Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? alors, je pense que là, comme je disais tout à l'heure, mon rêve, c'est d'arriver un jour en LMDH, mais je pense qu'il y a peut-être plus de probabilité que j'arrive en LMDH un jour que 24 heures de Spa sans pluie. Exactement. C'est une belle Ça, phrase, voilà, ça. ça. Ce Ouais. serait, je ne sais pas comment ça se passerait justement avec Driss. On se disait avant la course, lui, il espérait pour une course entièrement sec parce que lui, tous les dernières 24 heures qu'il avait faites, que ce soit 24 heures de Dubaï ou du Nordschleife, à chaque fois, il y avait un drapeau rouge à côté de la météo. Il m'a dit, oh, ça m'ennuie vraiment parce qu'au final, c'est pas les 24 heures qu'on fait, c'est des 8 heures ou des 15 heures. Parce qu'au final, en 2019, on avait eu le même souci aussi, ils avaient arrêté la course pendant pas mal de temps. Donc, on espérait pour une course sèche. Finalement, on a eu quelques petites gouttes. Bon, forcément, on a un Spa, on ne peut pas non plus, on peut pas demander. On n'est pas à Saint-Tropez, on n'est pas sur la Côte d'Azur. Mais voilà, si l'année prochaine on avait 4 heures entièrement sèches, je penserai à vous, Alban. D'accord, voilà. Non, c'était pour vous embêter un petit peu parce que là, on n'est pas pour parler de la F1, mais la F1, ça a été très, très, très compliqué. Et c'est vrai qu'il y a aussi eu de graves inondations, hein. Et là, c'est encore un peu moins drôle. On est sous le ton de la rigolade. Mais voilà, on pense à tous ceux aussi qui ont été touchés par ces inondations juste avant les 24 heures de Spa. Voilà. Une dernière de Christophe Potreau, bien sûr, et après on te libère, mon cher Charles. Avez-vous, Charles, un virage que vous aimez le plus qu'un autre? Et lequel? Mon virage préféré, c'est ça? Ouais, de tous les circuits que tu as fait depuis toujours. Alors, là, il faut me laisser une petite minute pour que je réfléchisse. Y a Pas pas de souci. forcément, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le Rédillon. Mm. C'est un virage que même si on le passe des centaines de fois, chaque fois que j'arrive en dessous du virage, c'est un virage qu'on respecte. Et il faut le respecter parce que si le jour où tu n'as pas de respect pour ce virage-là, des gros crashs peuvent arriver, comme on a encore vu cette On l'a année-ci. vu. Ouais. Voilà, on a eu beaucoup de chance. Et d'ailleurs, je pense à Jack, heureusement qu'il Jack. s'est bien, voilà, qu'il s'est bien,
qu'il s'en est bien sorti, on peut le dire. Bon, voilà. Mais bon, ce virage-là, en l'occurrence, parce que le passer à fond, ça reste un défi. Bon, pas en Formule 1, en l'occurrence, mais enfin, du moins pas sur le sec. Mais avec une GT, pour le passer à fond, c'est voilà, c'est vraiment C'est un pas petit évident. défi à chaque fois. C'est ça. Et puis, en nouveau pneu, ça passe à fond. Il n'y a pas trop de soucis, on va dire. Mais quand on est sur un race stint, on va dire, au début, on démarre à fond. Et puis, les 3-4 premiers tours. Et puis, on sent que la voiture commence à bouger. Donc, c'est ça qui est un vrai défi, en fait. C'est qu'il y a un tour où ça ne passe plus à fond. Mais ce tour-là, il faut savoir. Que sinon, on est dans le mur. Donc, forcément, il y a ce virage-là qui est très particulier. Sinon. Un virage que je trouve assez drôle, moi, c'est à qui elle a mis la section où on a, je sais pas comment ça s'appelle, mais on a, parce que t'aimes bien Calami aussi. Ah, j'aime bien Calami, oui. Je Le- connais pas le- les virages par cœur. Qui remonte et qu'on a Qui fait remonte, ouais. à l'aveugle, ça, c'est voilà, Ouais. ça, c'est chouette. Oui, ça fait une bosse. Ça fait comme une bosse. Enfin, ça fait une Tout à bosse fait. d'ailleurs. Ouais. Tout à fait. Puis après, ça fait un petit tourniquet. Exactement. Voilà. Exactement, c'est ça. Bon, Charles, pour conclure, parce qu'on a une tradition sur le live, comment dire, ce week-end, pardon, excuse-moi. Ce week-end, tu es au Lausitzring pour la manche de GT Masters. Ce circuit, on le connaît finalement peu. Moi, je l'ai déjà vu une fois ou deux. Allez, en 2 mots, qu'est-ce qui vous attend ce week-end en GT Masters, puisqu'on relaie de plus en plus maintenant le GT Masters sur notre groupe. Qu'est-ce que. En Bon, 2 mots, on s'attend à quoi? euh, À quoi il faut s'attendre? je pense Lambo et Mercedes, je dirais. Lambo et Mercedes? Ouais, C'est ton prono. ça c'est. Non, Lambo sont rapides et je pense que les Audi devraient être OK. L'année passée, on a gagné ici, pour la première manche de la DAC, mais je pense que ça va être dur de réitérer cette année-ci. Voilà, on a eu une journée un peu plus dure aujourd'hui. On manque un petit peu de performance, donc on va essayer de. Voilà, on a des gens très doués avec nous, donc qui sont bien plus doués que moi pour faire les setups. Son Donc, métier. voilà, demain on a encore une journée de test et on va essayer de faire en sorte que la voiture soit plus compétitive pour les qualifications le samedi matin. Mais tant que maintenant, je pense qu'on a un peu du mal, mais on a encore demain pour tourner la vapeur, pour changer la vapeur et puis voilà, on a ça dimanche et on sait que pour gagner le championnat, il faut marquer des points et pas forcément gagner. Donc si on peut marquer des points, c'est ça. Ça marche, Charles. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur avec ton coéquipier qu'on a vu tout à l'heure. On vous souhaite le meilleur aussi pour la fin de saison. Il reste Valence en sprint GT World Challenge, Europe et puis Barcelone. J'espère pouvoir aller te faire coucou. C'est bien engagé. En vrai, hein. Voilà. On essaiera d'aller dans le paddock. Si on peut, on ne sait pas. On verra. On va essayer de le faire en tout cas pour conclure cette belle saison. Et puis voilà. En tout cas, ce week-end, il y a du GT4 France sur notre groupe Endurance Live, du GT Masters, bien sûr, on relaiera de l'IMSA. Il y aura aussi plein d'autres choses, mais en tout cas, voilà, on va suivre de près ces 3 championnats, les dénoms GT Series pour le GT4 France, pour être précis. Voilà, Charles, on a une tradition avant de te laisser tranquille pour aller te reposer. Avant cela, c'est que tu conclues le live, tout simplement. Et puis, on remercie Fan des 24 heures de Spa, donc le groupe Facebook qui est affiché en dessous Charles depuis le début. Donc, un groupe Facebook très très sympa. N'hésitez pas à vous abonner à ce groupe. Ils ont été en partenaire avec nous pour ce live, on est très très contents. Voilà, je remercie Willy qui encore une fois était aux manettes, qui est aussi responsable, je dirais administrateur du groupe F1 Racing Live. Donc merci Willy, merci Alan. C'était son premier live, Alan, je crois. Voilà, il a posé 2-3 questions. Oui. J'espère que tu reviendras, mon cher Alan. Ah oui, il n'y a pas de souci, quand vous voulez. Bon, voilà. Et en tout cas, on s'est régalé. Merci à toi de nous aider aussi sur le groupe. Et, je vous dis bonne soirée à tous, mais avant ça, avant de se quitter, c'est Charles qui conclut le live. Voilà, c'est la tradition, Charles. Tu ne vas pas y couper. Ah bah Et ouais. merci d'être venu, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, tout grand merci à tous. C'était un grand plaisir. Bon, forcément, je ne vous vois pas, mais c'est un grand plaisir de pouvoir partager avec vous et puis d'aller à travers des sujets qui forcément m'intéressent et me passionnent et pouvoir partager cette passion qu'on partage tous ensemble. Donc voilà, j'espère que dans le futur, on sera encore amené peut-être à s'entendre ou à se voir et puis
on va espérer pour une éventuelle et hypothétique participation au Mans. Et puis j'espère qu'un jour vous pourrez voir Charles, un jour voir le nom plutôt de Wirtz sur une Audi LMDH. Ce serait incroyable. Ce serait mon rêve et puis ce serait une belle histoire. Donc voilà, j'ai entendu que vous étiez un super groupe et que ça y grandissait bien. Donc félicitations à vous, c'est super. C'est grâce à vous que notre sport puisse justement continuer à exister et qu'on puisse faire ce qu'on aime. Et donc voilà, tout grand merci à vous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Charles, et plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à Bye vous. bye, bonsoir, bon week-end. Au revoir. Ciao, au revoir. Merci.